Salut à tous, épisode 6 avec la Deceuninck Quick Step. On a plutôt là encore du pain sur la planche. Alors, pour récapituler, on va faire le petit bilan très rapide. Milan-San Remo, premier monument de l'année, c'est réglé. On s'en est occupé avec Viviani. On a vu qu'on aurait pu avoir éventuellement l'option de faire autrement. Ensuite, le Tour des Flandres. C'est pour Yves Lampart. Ok, pas de problème. Ensuite, Paris-Roubaix. Ça a été réglé pour notre ami Philippe Gilbert au terme d'une course plutôt indécise et quelque peu délicate. De toute façon, je pense pas qu'on puisse affirmer qu'on est certain de gagner à Paris-Roubaix, que ce soit d'ailleurs dans la réalité ou que ce soit dans PCM. Quelqu'un qui arrive et qui dit ouais je suis sûr de gagner, bah, honnêtement pour moi c'est un escroc. Donc il y a toujours une part de chance en fait. Il faut être très fort et puis après il y a une part de réussite et une part de chance, on l'a vu. Ouais, ce qu'on veut ici c'est gagner sur les Ardennaises. Parce que l'équipe qu'on a, la Deceuninck Quick Step, avec Scalaline comme coureur, honnêtement, il faut pas viser en dessous de gagner. Et puis vous verrez après, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec Evenepoel là sur les semaines. On parlera notamment du Tour de Turquie, hein, en rapport avec Evenepoel. Ensuite, la préparation en vue du Giro, ben oui, parce que le Giro mine de rien, ça se rapproche. Ce sera en fin d'épisode. Allons-y. On va démarrer quand même avec l'Amstel Gold Race sur le profil 2018 où on peut remarquer que depuis en fait 2017, le Coburg n'est plus ce qui permet vraiment de faire la différence dans le tout final, puisque vous avez je dirais, un final qui équilibre un petit peu plus les rapports de force. Un puncher peut toujours s'imposer, mais pas que. En tout cas, la part peut être belle pour faite au sprint d'un petit groupe, hein, et en ce cas-là, c'est pas seulement une course de côte, quoi. Voilà, c'est ça que j'entends par là. Alors, du coup, ben, nous on est venu avec Stibar, avec Alaphilippe, avec Jongels. Ce sera à chaque fois le cas avec Philippe Gilbert. Voilà, ce sera un petit peu le fil rouge sur ces Ardennaises, on ira toujours avec les mêmes. Et puis là, il y a par exemple Yves Lampart qui accompagne, il y a Seri, Vacoq. Ok, très bien. Donc c'est plutôt pas trop mal. On a une forte équipe et tout ce qui va compter, c'est d'essayer de positionner. Alors, je tiens tout de suite à le dire. A priori, je pense que mon leader c'est Alaphilippe. Mais comme on n'est jamais à l'abri d'une chute ou de je ne sais pas quoi en fait dans ce jeu, euh, évidemment il n'y a pas que Alaphilippe que j'ai protégé ou pour lequel j'ai pris des précautions. Il y a aussi Bob Jungels et d'une certaine manière également Philippe Gilbert, en me disant qu'il valait mieux avoir 3 cartouches au lieu d'une au moment d'enclencher un coup qui pourrait être décisif. Ah tiens, Coburg. Coburg, c'est parti, c'est donc le fameux dernier passage dans le Coburg, mais il n'y a pas la ligne d'arrivée juste après, comme on pourrait par exemple le retrouver dans le parcours 2016, comme, bah, je sais pas moi, par exemple, chez Lotto Soudal, là, je l'ai pris 2 fois d'affilée, là, le 2016, je l'ai pris dans l'année 2020 et 2021, voilà, donc, pour ceux qui veulent voir ce que ça change, de toute façon, euh, il est intéressant aussi. Moi, j'ai tendance à trouver que celui-là sur lequel on est là, le parcours 2000, donc actuel, hein, 2017-2018, bah en fait, il est un petit peu plus indécis et quelque part, ça donne une course qui est un petit peu plus débridée sur la fin. On voit là, par exemple, un Kwiatkowski et un Michael Matthews qui sont chauds. Bon, nous, on a eu quand même, on a tout fait pour. Hein, je vais pas faire le gars à qui c'est arrivé par hasard. On a tout fait pour avoir Philippe Gilbert, Alaphilippe et Jongels dans le final. Alors là, du coup, j'essaie d'en planter une. On se fait du quick step dans le texte, c'est-à-dire
on est à au moins 2, là en l'occurrence 3, et puis il y en a un qui tente sa chance, puis comme ça en face, bah, soit ça réagit, soit bah, ça roule vers la victoire. Voilà, donc c'est Philippe Gilbert qui s'y colle, évidemment, pour ce qui est d'attaquer, pour voir un peu la réaction d'un Kwiatkowski, la réaction d'un Matthews, parce qu'on voit que de toute manière derrière le trou est fait, il y avait plus d'une minute déjà, bon voilà. Alors, aïe aïe aïe, Philippe Gilbert a fait ce qu'il a pu, contre-attaque de Kwiatkowski qui a l'air très très fort, retour de Philippe Gilbert, vous avez vu au passage, il y a Matthews qui a sauté, évidemment à peine Kwiatkowski a a planté sa contre-attaque et a été repris tout de suite. Je plante la contre-attaque de Alaphilippe. Et là, on verra bien si, de nouveau, Kwiatkowski est capable de rouler ou si ça va être trop difficile pour lui. Donc, ça sent plutôt pas mauvais. Ça sent plutôt pas mauvais du tout. C'est la victoire sur l'Amstel Gold Race pour Julien Alaphilippe. Alors, vous m'en voudrez pas de ne surtout pas avoir cherché à choper la deuxième place. Parce que terminer 1, 2, 3 sur l'Amstel, si vous voulez, surtout pas quoi. Hein, ne gâchons pas tout. Déjà, on en a 3 sur 4 on a 3 mecs dans le top 4. Par pitié, pas plus quoi. C'est déjà trop. C'est déjà limite trop, mais bon, à la limite. Bon. Victoire de Julien Alaphilippe devant Kwiatkowski, qui avait l'air d'être vraiment très très fort. Plus fort que Julien, je sais pas. Mais en tout cas, aussi fort ou pas loin. Donc les deux meilleurs sont devant. Un Bob Jungels n'était pas pourri non plus, même s'il n'a pas du tout d'accélération similaire aux deux autres. Hein. C'est une évidence. C'est pas les mêmes caractéristiques de coureur. On fait un tout petit tour sur quelque chose qui était 2-3 jours avant. C'était le Brabantse Pijl. Alors ça, c'est une course qui est rigolote. Je vous la montre parce que pour une fois, j'avais emmené aucun de mes leaders principaux. J'avais compté sur Morkov pour épauler le jeune Sénéchal, le français Sénéchal, qui est un vrai bon coureur et qui n'a pas été tellement brillant hein, sur ce qui a précédé dans la période des classiques, notamment les classiques flandriennes. Là, on voit Valgren qui attaque. Aïe, 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 aïe. C'est tendu pour suivre Valgren, ça va être très difficile. Mathieu Van Der Poel, dont on prend la roue, intéressant ce coureur, hein, il va falloir vraiment le regarder de près. Mathieu Van Der Poel, champion du monde de cyclocross. Zut alors. Et ouais, Valgren a battu Sénéchal. Après, est-ce qu'on peut vraiment se fustiger parce que Valgren a battu Sénéchal? Je ne crois pas. Mais c'était quand même, bon, bah, l'occasion pour Sénéchal d'aller chercher un truc. Et puis, bah, il l'a pas cherché. Et ben voilà. On passe en Turquie. Vous avez vu, c'est rigolo, il y a une espèce de modélisation. Je suppose que c'est bel et bien de la ville d'Istanbul, hein, avec l'énorme fleuve à côté. Hein, ça paraît tout à fait vraisemblable. Bref, euh, on est là pour regarder si Evenepoel est déjà utilisable, d'une part, et puis on est là aussi pour aller chercher des victoires au sprint pour un de nos sprinteurs maison, Fabio Jakobsen. Donc c'est ça qui nous a fait venir, sinon je serais jamais venu en Turquie et puis j'aurais jamais montré non plus le tour de Turquie dans ces épisodes. Mais là en l'occurrence, ça va être l'occasion de parler de l'utilisation de Evenepoel et bon, on voit déjà que Jakobsen il est venu, il a vaincu la première étape, donc c'est parti. Pendant que ça continue à se dérouler, le Tour de Turquie, je vais dire un mot sur les Strade Bianche. Euh, j'ai pas réussi à obtenir l'image là où à 25 km environ de l'arrivée, il y a cette fameuse attaque de Fuglsang qui est suivie par Julien Alaphilippe et par Wout van Aert. Mais on a vraiment encore une fois assisté à une très jolie course. Euh,
ces dernières éditions ne nous déçoivent pas, hein, vraiment. Et je pense que vous comme moi, ces Strade Bianche 2019 vous ont plu. Alors après c'est sûr que si on est français, il y a en plus la victoire de Julien Alaphilippe qui est quand même, c'est beau quand même. Hein. Il n'y avait pas de Français qui avaient gagné les Strade Bianche. Hein. Et puis des Français qui gagnent des classiques, il y a eu Thibaut Pinot il y a pas si longtemps en Lombardie, et puis Julien Alaphilippe a déjà ramassé une flèche wallonne et une classique à San-Sébastien, mais globalement, c'est beau d'écrire une Strade Bianche là, surtout que cette course est probablement amenée à avoir un statut grandissant, je pense, dans le milieu du cyclisme, parce que il y a qu'à voir, de toute façon, c'est les coureurs qui en assurent la promotion, puisque ils sont nombreux à vouloir venir. Vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas Sagan, il n'y a pas Valverde. Ouais, Valverde était malade et il a préféré revenir quand il était en meilleure santé, ce qui est tout à fait intelligent de sa part. Il se connaît, hein, le mec à son âge. Hein. Peter Sagan, c'est un choix, vous verrez quand on sera à Liège, et puis que vous aurez Sagan qui aura, je rigole, hein, Sagan qui aura gagné 4 monuments sur 4. On en reparlera de pourquoi il n'est pas allé au Strade Bianche. Je rigole, mais évidemment que je parlerai de Liège-Bastogne-Liège très très rapidement, dans pas longtemps, parce que il y aura beaucoup à dire sur ce nouveau parcours, parce qu'il est très intéressant. En tout cas, il suscite pas mal de questionnements. On voit que sur le Tour de Turquie, je vais revenir à nos occupations là. J'essaye d'aller chercher une deuxième victoire d'étape avec Jacobsen qui s'est fait damer le pion lors de la troisième par Bataglin, qui est décidément bien redoutable sur ce Tour de Turquie. Bataglin, hein, il est vraiment très très fort. À l'étape 2, qui était un petit peu plus vallonnée, il y avait que Dries de Venins qui avait réussi à résister de notre côté, puisque on était... vous avez vu, j'ai pas emmené une grosse équipe, hein. Mais en même temps, j'ai tous mes mecs de classique flandrienne qui sont soit comme Lampart ou Gilbert par exemple en train de aussi participer aux Ardennaises. Mais qu'est-ce que je vais aller les mettre en Turquie? Ils ont autre chose à faire, hein, de la récup, etc. Hein. Donc, soit mes spécialistes ardennais pour le coup, que ce soit Bobby Engels ou Julien Alaphilippe, c'est pareil. Est-ce que je vais aller emmener ces types-là pour, ouais, je sais pas moi, rater l'Amstel par exemple, ce serait sympa. Bah non, parce qu'en fait, il y a l'étape de Tour de Turquie qui est pendant l'Amstel. Donc, non. Donc, on était obligé d'emmener quelque chose de faible en fait. Et puis en plus, c'est du classe B de World Tour. Et puis, l'objectif, c'était vraiment de voir pour Remco Evenepoel. Et je vous avoue que son développement n'a pas réellement évolué depuis l'épisode, on est à l'épisode 6, depuis la fin de l'épisode 4, là où je vous montrais son évolution de notes, et je vous disais que déjà il avait progressé, c'est vrai, c'est pas mal au niveau du général. Ouais, il était passé déjà de 64 début janvier à 66 fin janvier et à 69 dans le courant du mois de mars. Donc c'est pas mal du tout dans un sens. Mais maintenant, vous avez vu, j'ai essayé de l'échapper, le pauvre. Au bout de pas longtemps, il n'arrivait plus à suivre des mecs qui sont pas des grimpeurs renommés. Hein. Euh, il est tout jeune et je crois que dans la réalité, il a bien plus de peps, il a bien plus de, je sais pas moi, de niaque, etc. Il peut s'avérer beaucoup plus rigolo à voir courir dans la réalité actuellement que ce qu'il ne peut l'être parce que nous sommes dans un jeu là, dans PCM, et donc le jeu il prend froidement en compte des notes. Et le fait qu'ils prennent juste en compte des notes qui sont peut-être d'ailleurs en deçà de ce qui est réellement Evenepoel aujourd'hui. Hein. Je sais pas, c'est difficile à évaluer. On n'a pas encore assez d'échantillons de performance ou de courses en général, mais moi je dirais qu'il est quand même. Ces notes-là, elles sont en deçà de ce qu'il est. Voilà, de ce qu'il est aujourd'hui.
hein, mais bon, voilà, du coup, il faut s'en accommoder, mais du coup, c'est assez frustrant, parce que vous l'échappez, le pauvre, il peut même pas suivre l'échappée, vous pouvez pas faire grand chose, il lâche à la fin des étapes difficiles, même sur le plat, enfin bon, enfin limite quoi. Bref, il faut être patient. On passe à la flèche wallonne. Ben, la flèche wallonne, c'est vrai que bien souvent, et c'est pas l'ami Valverde qui nous dira le contraire, ça s'est résumé à une course de côte sur le mur de 8. Donc il n'est pas exclu de penser que prochainement, même si le mur de 8, ça reste tout de même, enfin, je dirais, flèche wallonne, mur de 8, hein, c'est tout. C'est directement associé, hein, quand on pense à l'une, on pense à l'autre. Mais pour autant, ben, c'est un peu dommage parce que finalement, pendant 180 bornes, vous avez juste besoin de vérifier que tout le monde est en place et que vos mecs, vos coureurs ne subissent pas de cassure, quoi. Voilà. Et puis après, sur les deux, trois derniers kilomètres, vous vous placez en bas du mur de 8 et après, il faut avoir quelqu'un ou un ou deux coureurs capables d'emmener votre leader, puis d'aller cueillir le fruit mûr, quoi. C'est un peu bon, c'est un peu limité comme intérêt en fait en tant qu'intérêt, si vous voulez, si on compare, bah tiens, des Strade Bianche à une flèche wallonne, bah, c'est quand même nettement plus intéressant les Strade Bianche. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le pense, c'est Julien Alaphilippe lui-même qui a dit, de toute façon, il est bien placé parce qu'il a gagné les deux. Hein, maintenant, il peut ouvrir sa bouche, il a bien raison. Julien, il a dit que la flèche wallonne était une course qui était beaucoup moins difficile à gagner que ce que ne peuvent l'être les Strade Bianche. Donc si c'est le champion qui le dit, il n'y a plus qu'à s'incliner. Et je pense la même chose, même au niveau de l'intérêt. Donc voilà, nous, on se positionne donc. Ça ne surprendra personne que Gilbert soit l'avant-dernier à bosser avant que Bob Jungels s'occupe d'aller essayer tout du moins d'emmener son pote à la Philippe à la victoire. Donc vous avez vu la petite croix rouge là, en fait le pauvre à la Philippe il était atteint d'un rhume. Donc vous voyez, c'est pas déglingué le Péroné, hein. Mais sinon il serait pas là. Mais bon, il était un petit peu malade. J'ai pas décidé de changer de leader pour autant. Il est tellement fort en fait en valeur absolue que même amoindri légèrement, ça reste tout de même un client. Attention donc à Tim Wellens, attention à Valgren, attention à Kwiatkowski bien sûr. Et puis ça part, on dirait une fusée qui décolle, tellement Julien fait la différence. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu l'année passée IRL, ou sur le mur de 8, qui est-ce qui peut battre un Julien Alaphilippe parfaitement lancé? J'ai une vague idée, mais on est dans le virtuel. J'ai une vague idée, c'est du côté de chez Lotto Soudal et c'est du Tim Wellens qui, bien lancé, peut arriver à battre Julien Alaphilippe. Bon, on sait qu'on l'a même fait avec Tish Benoît, mais chut, chut, chut. Faut pas le dire trop fort. Parce que pour être un petit peu raccord, je pense que c'est plus Tim Wellens qui a l'explosivité que Tige Benoît pour faire ça IRL. Bref, on enchaîne avec Liège. Si des gens parmi ceux qui voient cette vidéo disposent du profil 2019 jouable dans Pro Cycling Manager, bref, le variant qui aurait été créé par un membre de la communauté, je serais super heureux de pouvoir en disposer. Toutefois, pour le moment, on est sur la carte classique, c'est-à-dire qui se poursuit euh, qui se termine, pardon, avec la côte de Saint-Nicolas et l'ascension de la côte de Anse pour ce qui est
du final, tout en sachant qu'en 2019, la grosse nouveauté, mais j'en parlerai, je pense, dans quelque chose d'un petit peu spécial à l'image de ce qui a pu être fait sur l'Estrade Bianche, sauf que là, on n'aura pas de recul, mais on essaiera quand même de voir tout ce qu'on peut dire. La dernière donc difficulté en 2019, ce sera la Roche au Faucon. C'est pas pareil, hein, l'histoire. Hein. Donc voilà, on en parlera. Donc ici, nous, on est sur l'enchaînement assez classique. Hein. On est dans le col du Rosier. Après, on sait qu'on a toujours le col du Maquisard. Voilà. Le col du Maquisard dans lequel je vais essayer d'encore une fois favoriser le retour de ce qui est le peloton, hein, tout simplement. Par rapport aux échappés, on avait déjà démarré dans le col du Rosier hein, pour essayer de durcir un peu la course, parce que de toute façon, c'est dans notre intérêt. Notre intérêt, il n'est pas d'arriver à 60 coureurs en bas de Saint-Nicolas. C'est pas du tout dans notre intérêt. Quand on a l'équipe comme ça qui est, faut être très honnête, la plus forte, euh, bah, il y a tout intérêt à essayer d'éliminer les autres. Voilà. Donc, en l'occurrence, on est aux avant-postes et vous avez vu passer la Redoute juste avant. On va bientôt arriver à la Roche au Faucon avec gros travail de Philippe Gilbert, notamment pour repositionner tout le monde. Il y a une jolie attaque de Tim Wellens. Il est assez offensif dans le jeu. Cela me plaît bien. Dans cette World DB 2019, Wellens est plus offensif que ce que je ne trouve qu'il l'est dans la database par défaut. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été modifiées le concernant. En tout cas, c'est une belle initiative si c'est le cas, parce que Tim Wellens est un coureur offensif. Tim Wellens, c'est quelqu'un qui, quand il s'échappe, eh ben, il cherche à faire une différence. Il cherche pas à s'échapper juste pour s'échapper. Donc c'est vrai que beau coureur avec panache, on voit que joli début de saison de Tim Wellens, hein, avec déjà plusieurs victoires. Et puis mine de rien, il vient chercher une petite place au Strade Bianche. Il est allé chercher une troisième place du côté du Omloop. C'est pas mal du tout. Joli début hein, pour Tim Wellens. Hein. Et puis nous, eh ben, on est malheureusement dans le cas de figure où on va retenter quand même. Parce que j'aime bien, moi, essayer d'échapper des gars. J'aime bien essayer de tenter des coups. Malheureusement, derrière, ils sont trop nombreux. Ils sont beaucoup trop nombreux, du coup, ils roulent comme des fous. Et Bob Jungels, il nous fait pas comme dans la réalité. Hein. Il a pas la possibilité de s'échapper, c'est pas possible. Allez, c'est pas grave, on va le faire à la classique. Jungels qui augmente très très violemment l'effort, attaque dans Saint-Nicolas. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui suivent. Alaphilippe est calé dans la roue sans même une seule goutte de sueur. Et on va profiter de la petite descente juste avant la côte d'Anse pour récupérer un poil de barre. Regardez, même s'il garde la mène, même si c'est lui qui mène le peloton, Jungels il reprend de la barre parce qu'on est dans la descente. Donc c'est un endroit qui est stratégique pour reprendre de la barre ici. Hein, faut bien y penser. Et il va être chargé d'emmener Julien Alaphilippe. On voit Valverde qui est juste à côté, Kwiatkowski, Tim Wellens, Valgren, qui est emmené par Kreuziger. Bref, il y a du people, il y a du monde, et Julien va arriver. On a presque cru qu'il allait se faire enfermer, mais que nenni. Faut pas non plus exagérer. Allez, il va nous la chercher celle-là. Puis là encore, il n'y a pas réellement photo. Derrière, voilà, on voit du Valverde 3, Kwiatkowski 4. Bref, très très bon. On a gagné ce Liège-Bastogne-Liège avec au final une stratégie qui n'est pas choquante puisque, comme je vous le disais juste avant, le maquisard a été l'occasion de durcir. Alors là, sur le maquisard, je sais que j'avais notamment
un petit peu fatigué Stibar. Stibar, le pauvre, était pas très en forme. C'est la fin de saison des classiques. Je suis absolument désolé de ne pas l'avoir fait gagner une jolie course. Ça sera un de mes objectifs sur la deuxième partie de sa saison. Ce sera un de mes objectifs que d'arriver à lui apporter le succès qu'il mérite. Parce qu'en l'occurrence, là, il a beaucoup favorisé le succès de ses équipiers. On se souvient même sur Milan-San Remo, il joue un rôle super important. On sait que, évidemment, après, cela va sans dire qu'au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix, il a été déterminant. Et puis, sur ces Ardennaises, bah, le courageux Stibar, il aura même trouvé le moyen à des moments de jouer un rôle plus que correct. Donc voilà, il faudra trouver un moment où on le récompense. Ce sera fait. Côte de la Roche au Faucon en route vers Saint-Nicolas. Donc ça, c'est en fait quand vous avez passé la Roche au Faucon, vous avez encore une petite difficulté. Et puis c'est là que j'ai tenté d'en planter une avec Youngles une première fois en fait. Hein. Et vous avez vu qui est-ce qui reprend? C'est Valgren. Un énorme Valgren. Intéressant Valgren. Hein. Même si je l'ai trouvé un peu en demi-teinte là sur le tout début de saison. Il doit pas être encore trop programmé pour performer Valgren là. Mais en tout cas sur ce Liège-Bastogne-Liège, Valgren il avait l'air d'être un des plus forts. Et puis sur la flèche, déjà juste avant, il était pas mal. Hein, donc ça prouve bien que le garçon a des possibilités. Et puis là, voilà, dans Saint-Nicolas, quand même, attaque décisive de Youngles, ce qui est encore plus favorable lorsque Bob Youngles attaque, c'est que comme sa capacité d'accélération à Bob Youngles, et d'ailleurs aussi de vallon, elles sont en deçà de celles de Julien Alaphilippe, ben Julien Alaphilippe, il n'est presque pas impacté quand il est dans la roue de Youngles. Si on faisait l'inverse, admettons qu'on ait envie d'emmener Youngles à la victoire avec Alaphilippe qui, eh ben, il faudrait surtout pas poser une attaque. Parce que vous posez une attaque avec Alaphilippe et Youngles dans la roue d'ailleurs, mais c'était un lapsus un peu révélateur. Euh, bah, votre pauvre Youngles, vous le foutez à la rue en 2-2. Parce que rien qu'au niveau de sa capacité d'accélération, qui est hors du commun, hein, Julien Alaphilippe, je crois qu'il a du 83, là, c'est juste monstrueux. Rien que sur cette capacité-là, alors qu'on voit Bob Youngles qui levait les bras, c'était plutôt sympa. Il va comme ça considérablement vider une partie de barre de Youngles. Donc, c'est à mon sens, Youngles à la Philippe, ça marche plus dans un sens que dans l'autre. Après, on verra en montagne que Julien Alaphilippe, plus tard dans la saison, va être à même d'aider Bob Youngles. Mais sur terrain montagneux, ah bah ouais, il sera à lui de se sacrifier, bien sûr. Donc, petit début de saison pas trop vilain hein, pour notre ami Julien. Euh, ça va, il y a pire. Un petit triplé ardennais là, hein. Coucou David et Rebellin, coucou Philippe Gilbert, et puis maintenant, on va un petit peu parler de tout ce qui va nous préparer en direction du Giro. Alors on pense évidemment en premier lieu au Tour de Romandie. Alors je vais, une fois n'est pas coutume, je vais spoiler direct parce qu'il n'y a pas vraiment un intérêt maximal sur cette course, si ce n'est d'observer deux trois choses que je vais vous dire juste après. Primoz Roglic a gagné ce Tour de Romandie. Il l'a gagné notamment parce qu'il a été le plus fort de tous les favoris sur l'étape Rennes, c'est-à-dire l'étape 5 dans ce Tour de Romandie. Parce que la première étape, c'est un contre-la-montre par équipe, dans lequel on n'avait honnêtement pas les arguments pour lutter. Donc zéro regret, on a dû prendre dans la musette 39 secondes, je crois, quelque part. Il y a ensuite une étape 2 et une étape 3 sur lesquelles il y avait quelque chose à faire, mais sur l'étape 2, Viviani se fait décramponner euh, et c'est Tony Galopin qui s'impose, va garder le maillot quelques jours. Et par contre, sur l'étape 3, il va arracher enfin sa victoire d'étape pour laquelle il est venu. Enfin, il est venu aussi pour préparer le Giro. Hein.
Mais bon, voilà. Il est venu chercher quand même, Viviani vient chercher une victoire d'étape sur n'importe quel tour. Hein. Faut pas non plus exagérer, enfin n'importe quel tour qui comporte des choses à sa portée. Voilà, il y a une étape 4 aussi qui est pas phénoménale. Celle-ci va être emportée par les échappés. En fait, j'avais pas de quoi faire rouler suffisamment. Les difficultés, là, dès qu'on rentre dans du 8-9% un petit peu trop longtemps, on a vraiment trop de mal. Je suis vraiment pas venu pour gagner ici. Par contre, il y a un enseignement qui est très intéressant de ce Tour de Romandie. C'est que, bon, Mas, on est d'accord, il était tout seul. Hein. Mas, tout seul, eh ben, en fait, c'est capable de résister à du Quintana, à du Geraint Thomas, à du Roglic, j'en passe et des meilleurs, sur terrain montagneux. Tout seul. Tout seul, ça résiste. Donc, si ça résiste tout seul, ça veut dire que quand c'est soutenu, ça peut réellement aller aspirer à des choses plutôt intéressantes. Donc pour moi, c'est l'enseignement principal. L'autre enseignement, c'est que Hodge n'était pas prêt, était malade et va avoir son pic. Il va avoir son pic de forme très très rapidement, donc juste avant le début du Giro. Parfait pour Hodge. Il sera un parfait soutien pour Viviani. L'autre enseignement, c'est que ben, nos petits là, rouleurs, il y en a un qui me paraît de plus en plus sympa là, c'est Asgren. Asgren est un coureur assez polyvalent dans le fond et plutôt précieux. On est content de l'avoir. Il aide comme ça à des moments, c'est assez sympa. Voilà, pas d'autres trucs vraiment. C'était pas passionnant. Il aurait fallu venir avec une équipe un petit peu plus musclée, mais j'étais obligé de faire souffler Youngles. Il est sur la brèche là depuis 2 mois non-stop. Il était normal qu'avant d'aller au Giro, Youngles souffle une semaine. Donc c'était peut-être pour lui en fait ce tour de Romandie, mais c'était impossible. C'était impossible. Je ne pouvais pas organiser autrement. En tout cas, c'était comme ça pour cette année. Donc le parcours 2013 sera celui du Giro qui va venir. Alors donc, on l'a déjà joué ce Giro. On l'a déjà joué. Il y a un certain nombre de victoires à prendre au sprint. Attention au contre-la-montre. Ils sont très importants, notamment celui de 54 km là. Donc voilà, ça va être un gros défi. Et puis en fait, on a eu une surprise immense, immense. Mais franchement, j'ai halluciné. J'étais là sur ma page, j'ai pas encore joué le Giro. Hein. Sur ma page de début de Giro, là, pour sélectionner l'équipe, le médecin. Puis je vois la note en montagne de Mas. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Le mec est à. Et ouais, il a pris plus 2 avec son entraînement course par étape. Il a pris plus 2 en contre-la-montre, plus 2 en montagne, plus 1 en endurance, plus 1 en récupération ou en résistance, je sais plus. Vraiment, waouh, super, super. Donc, Henrik Mas, ce sera normalement lui le leader de l'équipe pour le Giro que vous aurez dans l'épisode 7. Et Bob Jungels évidemment en embuscade au cas où, mais a priori je pars sur Mas. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour la suite de ces histoires. Et ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude parce que je vais essayer de proposer le Giro en un seul épisode. On va voir si c'est gérable. En tout cas, c'est mon objectif. Donc, on va viser épisode 7, Giro complet. Voilà, donc donnez-moi un petit peu de temps et puis je serai de retour. Bye bye.